Le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale, nouveau Balkan du XXIe siècle? C'est la question que nous allons nous poser. Alors certes, le rapprochement peut paraître risqué, osé, puisque nous sommes dans un cadre géographique totalement différent. Il y a une faille temporelle conséquente entre ce début du XXe siècle et le XXIe siècle, mais il peut paraître pertinent si on regarde les tensions qui sont en jeu au niveau géopolitique dans les régions concernées, et puis les puissances antagonistes qui y sont liées. Le conflit où la zone des Balkans a conduit à la guerre de 1914, la question qu'il est légitime de se poser, c'est si la crise indo-pacifique peut entraîner, elle aussi, une guerre. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes habitués dans les rendez-vous de la géopolitique à faire des comparaisons bien sûr temporelles, revenir dans le passé pour expliquer le présent et peut-être se projeter dans l'avenir. Là, on voit qu'il y a quand même un écart très important entre la situation des Balkans au début du XXe siècle et la crise indo-pacifique aujourd'hui. Pourtant, si on veut se risquer à cette comparaison, il faut déjà s'intéresser à ce qu'était la situation des Balkans au début du XXe siècle, et je le rappelle, qui nous a conduit jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui, je crois qu'évidemment, on peut imaginer un petit peu la surprise de nos auditeurs, et qui spontanément sont peut-être amenés à se dire mais qu'est-ce qui leur prend à faire une comparaison entre une zone géographique en Europe, de surcroît à la fin du 19e, au début du 20e siècle, comme vous l'avez précisé, et puis une zone dans le Pacifique au début du 21e siècle. On a l'impression qu'il n'y a aucun rapport, tant d'un point de vue géographique que d'un point de vue historique. Pourtant, ce qu'il faut comprendre, comme souvent en géopolitique, c'est qu'on a affaire là à un mot qui est passé presque dans le sens commun en géopolitique, puisque le terme de situation des Balkans a tendance à mettre en évidence, en exergue, une situation particulièrement tendue, dans laquelle les risques d'affrontement sont toujours très élevés, et qui finit, le cas échéant, par aboutir à une guerre. Alors ce qui serait peut-être intéressant, dans la perspective de notre problématique et de notre comparaison, c'est d'essayer de dégager, si vous voulez bien, quelques aspects, tels que la crise dans les Balkans entre 1880 et 1914, les a mis en évidence, et qu'on a tendance à repérer, donc pour réutiliser ce terme, dans un contexte totalement différent. Quand on regarde la situation historique dans les Balkans entre 1880 et 1914, vous avez raison de rappeler d'ailleurs qu'on va aboutir à la Première Guerre mondiale, donc ce n'est pas une comparaison qui est neutre, et il y a un certain nombre d'aspects qui sont assez intéressants. Tout d'abord, ce qu'on constate, c'est qu'on a une, voire deux grandes puissances qui sont sur le recul, qui sont en perte d'influence et qui luttent pour essayer de se maintenir. Et là, en l'occurrence, on pense spontanément à l'Empire ottoman d'une part et à l'Empire austro-hongrois d'autre part. De surcroît, on a un deuxième point, et qui est là vraiment essentiel dans le cadre de notre comparaison, c'est qu'il y a un point central, il y a un axe, il y a une sorte de colonne vertébrale si vous préférez, autour d'une région, autour d'un pays, qui a l'air de sacraliser, contingenter, cristalliser la totalité des rapports géopolitiques dans le monde. Et en ce qui concerne les Balkans de 1880 à 1914, c'est plutôt la Serbie, alimentée par le panslavisme et par le rôle protecteur que va avoir la Russie, et on voit bien que la Serbie cherche à déstabiliser l'Empire austro-hongrois, et que donc on n'est jamais véritablement en période de paix, puisqu'on est toujours dans une période de friction, comme on dit souvent en géopolitique. Ça nous amène d'ailleurs à une troisième autre logique. On a souvent aussi, c'était le cas dans les Balkans, une puissance extérieure qui vient justement greffer ses intérêts sur des logiques plus locales. Là, par exemple, c'était le cas de la Russie que je viens de citer. Et puis, il y a encore un quatrième point, c'est qu'on a l'émergence, l'arrivée ou l'aboutissement d'une nouvelle puissance, alors qui, pour des raisons plus ou moins proches d'ailleurs, est très concernée par la région, parce que tout simplement, elle veut faire la démonstration de sa puissance ou de sa nouvelle puissance dans le monde. Alors là, on pense à l'Allemagne impériale, mais on voit bien qu'on est déjà en train de dessiner un certain nombre de rapprochements possibles avec le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale en 2021. Et puis, il y a un dernier point qui est peut-être celui qui est le moins mis en avant, mais qui me paraît très très intéressant parce qu'il était déjà très présent dans cette période-là, et a fortiori avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il est beaucoup plus important. Olivier, c'est la montée de l'opinion publique. Et quand on voit l'œuvre qui, à mon sens, est essentielle de Christopher Clark, qu'on a déjà eu l'opportunité d'évoquer, Les Somnambules, été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre,
Ce dont on se rend compte à travers cette étude et les recherches de cet historien, vraiment brillante, c'est que les opinions publiques ont vraiment joué un poids très pernicieux parce qu'elles ont entraîné, de par leur façon très nationaliste et un peu, manichéenne d'appréhender les logiques des Balkans, elles ont entraîné la guerre. Ça, c'est un point sur lequel il va falloir peut-être qu'on revienne par la suite dans le cadre de notre comparaison, parce que le poids des opinions publiques en 14-18 était moins facilement perceptible. Aujourd'hui, il est facilement plus identifiable et surtout plus facilement intégrable dans les logiques géopolitiques. Oui, on imagine qu'en plus l'opinion publique a pris un poids et une consistance encore plus importante dans le monde actuel. Mais au-delà de ça, quels seraient les points, si vous voulez, de focalisation qui nous permettraient de faire ce parallèle entre les Balkans et le détroit de Taïwan aujourd'hui? Effectivement, le point de rapprochement majeur entre les Balkans, donc de la fin du 19e et le début du 20e, et puis la situation aujourd'hui, c'est le détroit de Taïwan. Et pour expliquer cette situation-là, peut-être à l'ensemble de nos auditeurs, me semble-t-il, il faut qu'on recourt à deux observations. Une qui serait plutôt de type géographique et qui va expliquer assez rapidement pourquoi est-ce que le détroit de Taïwan en particulier serait aussi important. Et puis après, il faut le remettre dans un cadre historique avec bien sûr une consonance géopolitique, parce que sinon on va se dire mais pourquoi est-ce qu'il y a une situation de tension palpable, on va y revenir, qui ne fait que se renforcer et qui vient, là aussi, on serait tenté de répéter le terme qu'on vient d'user, qui serait en train de cristalliser la tension mondiale. Alors, la dimension géographique est assez facile à mettre en exergue ou en évidence. Le détroit de Taïwan, c'est un détroit à peu près en moyenne 180 km de long. Dans sa dimension la plus réduite, c'est 130 km, qui sépare l'île de Taïwan du continent chinois. Donc là, on voit bien que déjà, il y a un espace très réduit. Si on se contentait de ça, on pourrait dire, bon, d'accord, mais enfin, il y a beaucoup d'autres espaces dans le monde dans lesquels il y a des îles ou des territoires dont la proximité est assez proche. Sauf que là, ce qu'il est indispensable de se rappeler maintenant, c'est qu'en fait, il y a eu une guerre civile en Chine à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre civile avait commencé avant. Globalement, il y a une sorte de statu quo, puisque les deux belligérants chinois avaient cherché à lutter contre les Japonais qui étaient en train d'envahir la Chine. Et puis à partir de 1945, notamment le 2 septembre 1945, avec la capitulation du Japon sur le cuirassé Missouri, en fait, la guerre civile a repris en Chine, avec les communistes chinois dirigés par Mao Tse-tung et les nationalistes chinois dirigés par Chiang Kai-shek. Et là, j'imagine certains de se dire, bon, ok, c'est très bien de faire ces réminiscences historiques, mais ça n'a aucun rapport. Ça a un rapport très important. Parce que cette guerre civile a été remportée par les communistes et par Mao Tse-tung, et à l'issue de cette guerre civile, les forces nationalistes de Chiang Kai-shek se sont réfugiées sur l'île de Taïwan et sur quelques autres îles par ailleurs. Et parce qu'on était en pleine guerre froide, les Américains ne souhaitant pas, de par leur grille de lecture, ça c'est très important pour comprendre la tension actuelle d'ailleurs, que la République populaire de Chine communiste étende son influence, ils se sont servis de leurs forces maritimes pour empêcher que l'armée populaire chinoise, donc les forces communistes, aillent conquérir Taïwan. Donc on s'est trouvé dans une situation de fait, de scission, avec deux gouvernements, un gouvernement de la République populaire de Chine, avec Mao Tse-tung, et puis un gouvernement de la République de Chine, qu'on a tendance à appeler Taïwan, puisque l'île principale est de très loin en termes de superficie, c'est Taïwan, même s'il y a d'autres îles. Ce qui est capital à comprendre, c'est que dans la continuité de tout ce qu'on est en train de dire, on se retrouve donc dans une situation de fait, qui n'a jamais été anticipée ou qui n'a jamais été pensée, dans laquelle on a deux autorités politiques, mais chacune des deux autorités politiques considère qu'elle est seule légitime. Donc en fait, s'il y a un point sur lequel les deux autorités politiques chinoises sont d'accord, c'est qu'il y aurait deux autorités politiques, mais une seule Chine. Et qu'à long terme, la vocation, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule Chine. Et ça, c'est très important à avoir à l'esprit, parce que ça explique, on va y revenir, le fait que la République populaire de Chine et que Xi Jinping, dans la continuité de ses prédécesseurs d'ailleurs, disent « il n'est pas question que Taïwan soit reconnu comme un État indépendant ». Et d'ailleurs, la Chine refuse tout contact diplomatique avec des États qui reconnaîtraient Taïwan comme un État indépendant. Donc là, on voit bien qu'on est dans une situation
particulièrement tendue, parce qu'on sent bien que les Chinois ne sont... Ça c'est vraiment une position radicale, ne veulent pas accepter l'indépendance de Taïwan, et que d'un autre côté, les Américains, pour différentes raisons sur lesquelles on va revenir, ne veulent pas laisser la Chine avancer. Donc là, on sent bien que ça cristallise des tensions fortes, a fortiori dans une grille de lecture de concurrence accrue entre la République populaire de Chine et les États-Unis d'Amérique. Oui, parce qu'en vous écoutant, on pourrait penser que certes, il y a une situation initiale, un conflit, une tension qui existe depuis 1949, mais qu'on pourrait évoluer dans un certain statu quo, une situation qui ne se résout pas, qui est là, mais latente. Mais en fait, non, il y a d'autres points de friction, d'autres problèmes qui sont venus s'additionner et s'agréger à la situation initiale. Oui, et c'est ça qui fait que non seulement ce dossier n'a pas l'air pour l'instant de trouver de solution, mais qu'il a même plutôt l'air de se complexifier. Et là, je vous prie de croire qu'on utilise des euphémismes. Quelles seraient les dynamiques dont on pourrait constater qu'elles accompagnent ce qu'on est en train de dire, voire qu'elles l'amplifient? Je pense que d'abord, il faut remettre les choses en perspective par arc concentrique géographique, en partant du détroit de Taïwan, puis ensuite en allant vers la mer de Chine méridionale, voire peut-être même un peu au-delà, dans ce qu'on appelle évidemment la zone Indo-Pacifique. Et après, il faudra peut-être qu'on s'efforce, nous occidentaux, de faire une démarche psychologique et historique liée à l'histoire de la Chine. Et enfin, on essaiera de comprendre s'il n'y a pas une situation dans la géopolitique actuelle qui fait qu'on est amené à relire une situation qui paraîtrait pourtant figée depuis 1949. Bon. Premier point, si vous le voulez bien, le point géographique. Ce qui est objectivement incontestable, c'est que quand on regarde l'activité de la République populaire de Chine, et notamment de ses forces maritimes, dans la région depuis 30 ou 40 ans, loin de se contenter de mettre en avant des prétentions, sans que d'ailleurs on les juge bonnes ou mauvaises de façon objective, dans la région, la Chine ne se contente pas d'être concentrée sur Taïwan et le détroit de Taïwan, dont on a bien compris que les Chinois, de leur point de vue, étaient une mer chinoise, donc qu'à long terme ne devait plus rester eau internationale. Parce que c'est tout ça qui est en train de se mettre en perspective. Mais si on regarde bien, sur différents archipels, alors si je commençais l'énumération, ce serait très très fastidieux, mais on voit bien qu'il y a eu des frictions avec plusieurs archipels, notamment dans la mer de Chine méridionale et au-delà dans le Pacifique, et que d'ailleurs, ça a amené des frictions entre la République populaire de Chine et le Vietnam. On voit bien qu'il y a aussi des frictions avec les Philippines, il y a des frictions avec le Japon, il y a des contentieux avec la Malaisie et l'Indonésie, et plus loin, on se rend même compte qu'il commence à y avoir des contentieux, alors là non maritimes, mais avec l'Inde sur la frontière, et même avec l'Australie. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une multiplication de frictions, dont on voit bien que d'ailleurs, on pourrait presque par arc concentrique au fur et à mesure les élargir. Et la question qu'on pourrait spontanément d'ailleurs se poser, mais c'est pourquoi les Chinois ont-ils l'air de multiplier les points de friction, alors qu'apparemment on n'a toujours pas réussi à résoudre la question centrale sur Taïwan. Et là, je pense qu'il y a déjà deux aspects importants qui se conjuguent. Le premier, si on veut s'efforcer de comprendre l'approche chinoise, il est indispensable de se remettre dans à la fois une dimension historique et je pense psychologique. Parce que en Chine, c'est très conservé à l'esprit. Je pense qu'en Occident, paradoxalement, c'est beaucoup moins conservé à l'esprit. Mais les Chinois ont particulièrement mal vécu, et j'ai envie de dire, ça peut se comprendre si on se met à leur place, la période globalement entre la moitié du 19e siècle, 1850, et la moitié du 20e siècle, 1950. À quoi est-ce qu'on fait principalement allusion ? On fait allusion à ce que les Chinois appellent les traités inégaux, à mon sens, à juste titre. C'est-à-dire que durant cette période où les États européens sont très très forts, ils viennent installer des concessions sous pression militaire, on appelle ça la diplomatie de la canonnière, et donc ça permet, on voit bien, ça va permettre à certains pays, le Royaume-Uni, la France, mais également d'ailleurs le Japon, les États-Unis, la Russie, d'installer des bases ou des concessions dans lesquelles non seulement les Européens ont le droit de voyager, mais ils peuvent même circuler sur les voies maritimes intérieures, et c'est eux qui font le commerce à l'intérieur de la Chine. Donc il y a un affaiblissement du pouvoir politique en Chine, et ça a été vécu comme une humiliation, et il y a un symbole ultime de cette situation, c'est la révolte des Boxers en 1900,
avec d'ailleurs, on voit dans un film hollywoodien aujourd'hui qui est peut-être un peu désuet ou ancien, mais qui est chargé de connotations de l'époque, c'est les 55 jours de Pékin, où on voit donc ces Occidentaux qui sont assiégés dans le cœur du centre-ville, avec la dernière impératrice qui cherche à les chasser en s'appuyant sur les Boxers, qui sont donc un mouvement insurrectionnel, et puis les Européens s'allient, et ils écrasent l'insurrection chinoise. Et si on veut comprendre la situation actuelle, il n'est pas possible, qu'on le veuille ou non en Occident, d'oublier ça. Il y a là une appétence, avec le redressement économique de la Chine depuis 20 ou 30 ans, d'être reconnu à nouveau comme une grande puissance, et de laver l'humiliation. Et ça vient, à mon sens, expliquer une troisième logique, pour répondre à votre question, qui dit, mais qu'est-ce qui change ? Mais ce qui change, Olivier, mais c'est le rapport de force. Le rapport de force n'est plus du tout le même. Parce que quand, en 1996, il y a des élections, donc en République de Chine à Taïwan, et qu'on craint que le chef de l'exécutif, lors de ces élections, aille très loin et propose carrément l'indépendance de Taïwan. Il se trouve que le dirigeant de la République populaire de Chine à l'époque fait carrément des essais militaires, et en gros il y a des missiles chinois qui partent et qui bien sûr vont s'abîmer dans la mer, mais on voit bien qu'il y a une sorte de pression, ce à quoi le président américain Bill Clinton répond en envoyant 2 porte-avions américains dans le détroit de Taïwan. Donc là, c'était très clair, ça voulait dire à la République populaire de Chine, vous arrêtez immédiatement, nous les Américains, on voit bien qu'on est dans la période post-guerre froide, qu'on a souvent utilisé le terme d'hyperpuissance repris d'Hubert Védrine, on voit bien que les Américains tout puissants géopolitiques disent, bon maintenant les Chinois, bon maintenant non, c'est stop. Ça c'est plus possible aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose qui est très très étonnante aujourd'hui, c'est l'extraordinaire expansion chinoise. Alors tout le monde la maîtrise au niveau économique, mais il y a un pendant qui est beaucoup moins mis en évidence, c'est au niveau militaire. Et là la progression chinoise au niveau militaire, tant en termes qualitatifs que de matériel et que de budget, est incroyable, notamment sur toutes les questions militaires en règle générale, mais en plus particulier sur la marine. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'en 2012, il y avait un auteur, Jean-Loup Sahaman, qui avait écrit un ouvrage, Menace chinoise, virgule, une invention du Pentagone, point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'en 2012, on était dans l'interrogation de se dire, les Américains, déjà, ils commencent à nous évoquer une menace chinoise, mais est-ce qu'on ne serait pas dans le fait d'instrumentaliser un adversaire pour légitimer un certain nombre de faits en géopolitique, l'armée, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'un ancien amiral américain qui s'appelle Stavridis a écrit une nouvelle, pourvu que ça reste une uchronie, qui s'appelle 2034, Histoire d'une guerre, et c'est l'histoire de la guerre entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, Olivier. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais alors là, on passe d'une perspective où on se pose la question de savoir s'il y a vraiment menace, à l'histoire de la narration d'une guerre future, faite par un ancien amiral, enfin officier qui commandait les troupes de l'OTAN entre 2009 et 2013. De surcroît, quand on écoute d'autres généraux américains, je pense à un général américain, Davidson, qui commande les forces américaines dans le Pacifique, ou quand on écoute le chef d'état-major américain, Miley, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, la menace chinoise n'a jamais été aussi importante, que l'armée chinoise n'a jamais été aussi forte, et que les risques de guerre sont très importants, dit devant la commission du Sénat, d'ici à 2030. Donc là, on est dans une perspective qui n'a plus rien à voir. Et alors évidemment, pour essayer de détailler un peu nos propos, ce qu'il faut qu'on comprenne tous, c'est que les services secrets de la marine américaine ont sorti un rapport dans le courant du 2e semestre 2020, dans lequel ils disent, pour la première fois, depuis 1945, les États-Unis n'ont plus la première marine au monde, c'est la Chine qui l'a. Et donc, alors, ils se basent sur le fait que les Américains, globalement, auraient 295 navires de combat, et la Chine serait à 360. Alors, je m'empresse de dire à nos auditeurs, qui nous feraient l'amitié de nous écouter, et qui auraient vérifié ces chiffres, qu'alors là, évidemment, on est dans une problématique assez complexe, parce que là, on serait donc sur un décompte numérique. On sait bien que dans la stratégie maritime, on est plutôt en plus sur des calculs de tonnage, parce qu'évidemment, on va quand même pas comparer un destroyer avec un porte-avions nucléaire, qu'indépendamment de ces histoires de tonnage et de calculs numériques,
il faudrait aussi estimer la capacité réelle ou la qualité réelle des navires. Donc ces comparaisons maritimes sont assez compliquées. Il n'en reste pas moins vrai que la Chine, qui n'avait aucun porte-avions il y a une vingtaine d'années, en a 2. Et surtout, il y a un autre paramètre qui est assez intéressant, c'est que le budget militaire chinois a augmenté encore de 6,8% l'année dernière, et que la Chine aujourd'hui est en capacité de construire un sous-marin nucléaire tous les 15 mois. Ce qui fait que d'ici 2030, ils en auront à peu près 13, estime-t-on, rien que dans cette zone-là, ce qui ferait qu'ils en auront plus en termes de sous-marins que les Américains dans cette zone-là. Donc là, ça nous met dans une situation qui est radicalement différente de celle qu'on a connue auparavant. On voit très bien le parallèle là, qu'on fait avec les Balkans, une puissance qui serait dans le doute ou sinon dans le déclin, les États-Unis, une puissance montante qui est sûre de sa force, la Chine, le point de focalisation, ce détroit. Et on voit malheureusement, si j'ose dire, l'horizon qui se dessine, qui n'est pas très réjouissant et qui nous a amené pour les Balkans jusqu'à la guerre. Alors, quels sont les scénarios qu'on pourrait dessiner si on se risque à un peu de prospective? Heureusement, il y a quand même plusieurs scénarios qui se dégagent. D'ailleurs, Jean-Pierre Cabestan, qui est un éminent spécialiste des rapports entre les États-Unis et la Chine, et surtout de la progression de la Chine dans le cadre des relations internationales, a rédigé un ouvrage vraiment remarquable, Demain la Chine, : guerre ou paix. Et c'est assez intéressant parce que dans cet ouvrage, j'invite nos étudiants à le lire, à la fois il fait une déclinaison de l'ensemble des logiques de friction telles qu'on les a évoquées tout à l'heure, mais il s'exerce lui aussi à un certain nombre de scénarios, d'ailleurs beaucoup le font aux États-Unis, et donc on va s'efforcer effectivement d'appréhender quels seraient les scénarios et puis d'essayer de mettre aussi un degré de probabilité sur ces scénarios. Le scénario, alors on serait tenté de dire, au égard à tout ce qu'on vient de dire, le plus heureux, ce serait que Taïwan réintègre la République populaire de Chine, dont République populaire de Chine qui considère Taïwan comme une 23e province, et donc on aurait cette réunification chinoise, et ce serait le scénario auquel on aboutirait par une sorte d'imbrication et de complément des deux économies qui échangeant de plus en plus, se complétant de plus en plus, étant de plus en plus en contact, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans, avant l'ouverture de Deng Xiaoping, serait spontanément amené à presque fusionner. Bon, le problème de ce scénario, il faut être totalement honnête et transparent, c'est qu'il n'a pas l'air, parmi les plus vraisemblables. Là, on a un scénario qui serait peut-être le plus apaisé, mais qui ne paraît pas le plus probable aujourd'hui. Ce qui peut expliquer les tensions qu'on évoquait. Ensuite, il y a un deuxième scénario qui est un peu plus compliqué, qui serait le scénario de la Chine qui accroît sa pression, plus ou moins, à intervalles réguliers, sur différents aspects, sur Taïwan. Alors on peut imaginer des pressions avec l'arrivée d'avions dans l'espace aérien de Taïwan. On le révoquera peut-être en conclusion tout à l'heure. Ça se multiplie d'ailleurs depuis janvier 2021. On peut imaginer des cyberattaques. On peut imaginer de la propagande par voie de presse, etc. Enfin bon, bref, une sorte de pression qui ferait qu'au fur et à mesure de guerre lasse, on aurait la population taïwanaise qui finisse par envisager le fait que le rapprochement soit inévitable. Ça, c'est un deuxième scénario. Ensuite, il y a un troisième scénario, mais là déjà, on commence à rentrer dans les logiques plus conflictuelles, qui consisterait à dire que la République populaire de Chine débarque sur les quelques îlots qui sont les plus proches de la façade continentale, puisque je rappelle encore une fois que Taïwan, c'est un abus de langage, ça ne se réduit pas à la simple île de Taïwan, c'est la République de Chine, avec Taïwan comme îlot principal, et puis les autres îles. Bon. Ça nous mettrait déjà dans une perspective plus délicate, mais il faut pas oublier que quand on évoquait le nationalisme ou l'opinion publique, notamment sur la crise des Balkans, à travers l'ouvrage de Christopher Clark, il ne faut pas oublier qu'en Chine, il y a aussi une opinion publique. Et je trouve que parfois, on est trop, en Occident, on est un peu trop caricaturaux. On a tendance à considérer que c'est le pouvoir central qui fait uniquement l'opinion publique. Avec le système qui existe en Chine, c'est vrai. Mais il faut aussi remarquer, si on est objectif, que
que la très grande majorité des citoyens de la République populaire de Chine n'envisagent pas un instant que Taïwan soit indépendant. Donc en fait là il y a une sorte de dynamique où le pouvoir chinois est aussi parfois en train de gérer une montée nationaliste que parfois peut-être il met en dynamique, mais que parfois il doit aussi gérer. Donc ce serait une sorte d'échappatoire. Et puis après il reste 2 derniers scénarios. Il y aurait le scénario du blocus maritime. Alors là on comprendrait le développement de la marine chinoise par exemple. C'est-à-dire en gros de carrément isoler Taïwan et notamment de couper totalement Taïwan de l'alliance américaine, puisqu'il y a l'alliance américaine et de la flotte américaine. Bon, voilà, on voit déjà bien que ça nous mettrait dans une situation assez délicate en termes de risque d'aboutissement à un conflit. Et puis le pire scénario, Olivier, qui est évoqué par des officiers américains, mais qui est évoqué aussi en Chine, c'est le fait que la République populaire de Chine à un moment, considère que l'usage de la force est le seul possible et qu'elle débarque à Taïwan. Alors là, ça nous met dans une perspective d'une opération combinée navale dont les plus grands spécialistes considèrent qu'elle serait de l'amplitude du 6 juin 1944 et du débarquement en Normandie et qu'elle nécessiterait l'équivalent de 300 000 hommes. L'idée clé étant pour l'armée chinoise de faire une sorte de guerre éclair ou de blitzkrieg pour empêcher que les Américains aient le temps d'intervenir dans les 10 jours. Mais là, on voit bien que ce scénario-là serait un scénario catastrophe parce que, évidemment, les Américains seraient emmenés à intervenir. Et là, la différence avec 14-18, c'est qu'on se retrouve avec 2 puissances quand même qui possèdent les armes nucléaires. Donc ça, c'est quand même un scénario qui est assez effrayant. Et d'ailleurs, l'ouvrage de l'amiral Stavridis qu'on évoquait tout à l'heure s'inscrivait plutôt dans le fait de dire « Attention, trouvons une solution diplomatique pour ne pas faire la guerre, parce que dans une guerre comme celle-là, il n'y aurait pas de vainqueur. » Donc on voit bien quand même que ce qui est assez intéressant là, peut-être à la différence des Balkans de 1914, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience quand même de l'amplitude des risques sur le scénario qui serait le plus catastrophique. Il y a bien sûr les points de focalisation qu'on voit auprès du Détroit, mais exactement comme pour les Balkans, il faut regarder aussi toutes les puissances périphériques. Alors pour les Balkans, c'était évidemment l'Austro-Hongrie, c'était la Serbie, c'était la Russie, c'était l'Allemagne impériale, on en a parlé, mais là il faut regarder les 2 grandes puissances qui sont en jeu et dont on vient de parler, c'est les États-Unis et la Chine, et les rapports géopolitiques entre ces 2 puissances. En fait, la vraie question qu'on peut légitimement se poser, d'ailleurs, et dans la continuité de notre grille de lecture, c'est si, en fait, on n'est pas dans un cas assez classique, finalement, de rapport de force entre les puissances, qui cherchent à se jauger l'une et l'autre, avec un cas classique d'une puissance qui cherche à davantage se montrer et qui souhaite le faire en avançant, et puis une autre puissance qui souhaite la réfréner et la bloquer le plus possible dès le départ. Et là, on comprend très bien qu'on est exactement dans ce cas de figure avec la Chine et avec les États-Unis d'Amérique. Alors, quand on intègre ces paramètres-là, il y a, me semble-t-il, 2 grilles de lecture, et ça va être un peu paradoxal parce qu'elles peuvent être contraires, donc je laisserai le choix à nos éditeurs de voir celles qui leur paraissent la plus opportune, qu'on peut mettre en place. D'abord, il y a la fameuse grille de lecture, issue de l'ouvrage « Vers la guerre » Graham Allison. C'est de l'ouvrage qu'on avait traité dans une séance de septembre 2019, Olivier, souvenons-nous, le fameux piège de Thucydide. Et donc là, on aurait le piège de Thucydide, c'est-à-dire Sparte et Athènes. Alors il y a Sparte qui est installée, et puis il y a Athènes qui est la puissance qui cherche à contester cette puissance. Et donc là, on aurait, comme en 14, les Britanniques qui étaient installés avec l'Empire allemand qui cherche à contester la puissance. Et puis donc on aurait aujourd'hui les États-Unis qui sont installés, a fortiori depuis la fin de la guerre froide, et puis la Chine qui contesterait cette puissance. Bon. Pourquoi pas? Ce qui est assez intéressant, c'est que certains commencent à se poser la question de savoir si le risque finalement ne serait pas le contraire de celui qui est énoncé dans le piège de Thucydide. Ce serait peut-être ça le facteur de danger, parce que tout d'un coup on sera dans une situation où la puissance qui monte n'aurait plus d'espace ou d'espoir pour dépasser celle qui est installée. Donc là, on est dans une grille de lecture qui est assez différente. Si on prolonge l'exercice, si vous me permettez, ce qui me paraît assez intéressant, c'est que non seulement il y a un ralentissement économique, mais la Chine est confrontée à 2 autres aspects
qui, me semble-t-il, sont décisifs. D'abord, il y a une crise démographique qui fait que d'ici voire 2 décennies, la Chine sera en grande difficulté par rapport à sa population, puisqu'on voit bien qu'il y a un taux de natalité, des taux de fécondité qui sont largement insuffisants, ce qui amène un vieillissement accéléré de la population, et donc évidemment toutes les difficultés que ça peut entraîner au niveau économique, au niveau militaire, etc. Et puis il y a une autre question qui se pose, c'est que Xi Jinping est né en 1953, et il a 68 ans. Et il a toujours dit qu'il voulait régler le problème de Taïwan de son vivant. Là, on est sur un certain nombre de paramètres, de logique, qui pourraient donner l'impression que tout d'un coup, on voudrait accélérer la solution et que donc ça nous poserait davantage à des situations conflictuelles. Ce qui veut dire, Olivier, en termes de conclusion quand même, que la comparaison paraît totalement opportune. Et qu'on serait tenté de dire, pour reprendre un terme sismique, que Taïwan, c'est un épicentre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en surface. Évidemment, ça vient cristalliser les tensions, mais que la réalité du problème, ça dépasse et de loin Taïwan. La réalité du problème consiste à savoir comment la République populaire de Chine, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, sont-ils en train d'envisager leur compétition, leur concurrence, jusqu'où vont-ils aller dans cette concurrence, comment vont-ils se limiter dans cette concurrence pour éviter qu'elle débouche sur une logique qui serait trop conflictuelle. Et on voit bien que là, on est sur une question essentielle et centrale de la géopolitique de cette 3e décennie du XXIe siècle, sur laquelle il faudra que tous les observateurs soient très attentifs, parce que, évidemment, ça aura des conséquences sur le monde entier, sur les relations internationales, et j'ai envie de dire, sur tous les pays de la planète. Alors Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur ce Taïwan épicentre, peut-être, ou hypocentre. C'est une conversation que nous avons eue hors antenne. J'invite les auditeurs à chercher la distinction entre épicentre et hypocentre. Merci Fabrice. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.